Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Et du coup, bienvenue dans ce nouveau podcast. Et bonjour les amis, vous êtes dans un nouveau podcast où nous allons parler de L'offre d'achat. J'étais plus sûr. Comment rédiger une offre d'achat? Quoi mettre dans une offre d'achat? Et en quoi ça vous engage? Bienvenue dans ce nouveau podcast de JM Show. J'espère que vous allez bien, que le dernier podcast avec Maxime, c'était le dernier? Ouais, avec Maxime, on a eu plein de retours. Ouais, carrément, que des très très bons retours. En même temps, que dire de ce petit jeune de 21 ans qui est J'arrive réellement pas à me jeune. dire qu'il est jeune, moi, tellement il est fou. Non plus. J'en ai parlé avec Maxence à la boxe tout à l'heure qui m'a dit, mais il est fou lui. Enfin, il est fou, ce petit culpabilise jeune. d'en rire. Maxence qui nous écoute d'ailleurs tous les jours. Merci Maxence, ça fait trop plaisir. Salut à toi Maxence, j'ai pas pu passer, désolé, je suis parti courir et après c'était un peu le rush. Donc on est ensemble avec Mathieu pour ce podcast, ce nouvel épisode parce qu'on est à La Rochelle, c'est notre point de ralliement quand on a besoin de travailler ensemble. Étant l'un à Bordeaux, l'un à Nantes, c'est relativement pratique. C'est au milieu. C'est au milieu. Dans un Airbnb incroyable et à chaque fois qu'on vient là, on se dit que le mec qui a fait ça, il est trop fort parce qu'il en a plein. Il doit bien marcher, je pense, avec ça. Je crois que j'ai compté, il en a à peu près une dizaine, mais je pense que j'en ai oublié quelques-uns. Ouais, il y en a partout, il y en a toujours des nouveaux, c'est incroyable. Et là où le gars il a été relativement bon, c'est qu'il a fait tout pareil. Donc il s'est pas emmerdé, il a dû avoir des tarots sur tous les meubles qu'il a achetés. Et ce que je me disais tout à l'heure en prenant ma douche. C'est exactement la même que la salle d'à côté. C'est pareil. Et ce que je me disais en prenant la douche tout à l'heure, c'est qu'il a dû prendre un photographe, il a photographié un logement. Ah oui, il a grave. dû mettre sur chaque annonce. Donc 300 € la séance de photo, au lieu de payer 3000, il a payé 300 parce Pas que con, le c'est mec. tous les mêmes. Ouais, c'est incroyable. Voilà, donc petit aparté. Donc merci à vous d'être là. Donc on va vous parler aujourd'hui de l'offre d'achat. Comment rédiger une offre d'achat? C'est hyper important parce qu'il y a des engagements sur l'offre d'achat. Donc le but c'est de réellement vous expliquer sans trop rentrer dans le détail, mais pour voir un peu en quoi ça vous engage de rédiger une offre d'achat et comment vous allez rédiger une offre d'achat. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que si vous débutez notamment, si vous faites une visite, fixez-vous l'objectif de faire une visite, une offre, puisque Maxime l'a bien dit dans le dernier podcast, au bout d'un moment, le volume va faire que vous allez mieux vous en sortir que la concurrence. Et si à chaque fois que vous faites une visite, vous trouvez une raison de ne pas faire une offre et que du coup vous ne la faites pas, comment je peux dire ça? Vous vous retirez la potentialité ou la chance de peut-être pouvoir acheter au prix qui vous intéresse, le bien que vous venez de visiter. Donc mettez-vous vraiment cette règle à chaque fois, une visite, une offre, même si le prix c'est moins 60%, c'est pas grave, pour le sport, vous la faites. Sauf si, évidemment, il y a, un gros risque ou grosse problématique technique dans l'immeuble ou un truc qui fait que jamais on veut acheter ça, même à zéro. C'est ça. C'est vraiment, en gros, c'est vraiment viser gros, viser la quantité parce que, comme on a dit dans le dernier podcast avec Maxime et qu'on me dit régulièrement, faites pas attention au prix qui est affiché. Réellement, le prix qui est affiché et le prix que vous allez négocier, c'est vraiment deux mondes différents. Donc, il y a un prix qui est affiché. Il y a une raison particulière pour laquelle ce prix a été mis en place. Vous faites vos calculs et vous faites votre offre en fonction de ça. Si vous arrivez au bout, vous tombez d'accord de suite, tant mieux, vous allez pouvoir avancer sur le projet. Mais peut-être que vous n'allez pas réussir à trouver un accord avec le vendeur à ce moment-là, mais peut-être que dans quelques mois, il va se dire « Ah, je me rappelle de Mathieu, le petit jeune, il m'avait fait une offre, le petit jeune. » Ça dépend à qui on le compare, il est plus très jeune. D'ailleurs, il y a un mec qui m'a rappelé pour un terrain, j'ai oublié de le rappeler. Ah. Un vieux truc, il faut que je le rappelle, il faut que je me note ça absolument. Donc voilà, quand vous faites une offre, peut-être que l'offre elle va pas arriver au bout, vous n'allez pas tomber d'accord, mais le propriétaire il s'est peut-être dit que ça valait beaucoup plus d'argent que réellement l'offre que vous avez proposée, sauf que quelques mois après il va se dire bon ben j'ai toujours pas vendu, je vais peut-être rappeler Jérôme et Mathieu parce qu'eux ils m'avaient fait une offre à l'époque, ils étaient sérieux, certes c'était plus bas, mais peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente. Donc allez-y. Visitez au maximum, faites des offres au maximum. On passe notre temps à le dire dans la GM Academy. J'ai encore redit tout à l'heure, j'ai encore refait un vocal pour booster les gens en se disant faites un minimum de visites à la semaine, un minimum de visites au mois, un minimum d'offres d'achat.
viser la quantité, et au bout d'un moment, ça va finir par payer. Et au pire, si vous n'avez pas de projet, puis d'un coup, à cause de la quantité, vous vous retrouvez avec 5 projets rentables, vous trouverez des associés, vous trouverez des partenaires, il y a des solutions pour les financer, vous les revendez à quelqu'un, vous touchez une commission, voilà, il y a plein de choses à faire. Typiquement, ce que je disais à Jérôme, c'est que moi, en marchant, malheureusement, l'an dernier, j'ai pas fait grand-chose, faute de temps, que là, je me remets à faire des visites et que de fil en aiguille, je me retrouve en une semaine avec potentiellement 3 projets sur les bras et peut-être d'autres. Donc, je dis sur les bras, mais c'est très cool. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est d'accumuler des projets et après de trouver les moyens de les financer, surtout en marchand où il n'y a rien de plus simple que de faire financer un projet qui est rentable. Réellement. Donc du coup, quand on va rédiger une offre, qu'est-ce qu'on va réellement mettre dans l'offre qu'on va rédiger? Déjà, premièrement, quand vous débutez, ce qu'on vous conseille, c'est de faire votre offre en tant que particulier. Vous allez faire votre offre en nom propre. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre offre en nom propre, vous allez signer le compromis en nom propre et donc vous avez 10 jours de rétractation par la suite. Donc vous pouvez sortir du compromis sans aucune raison particulière. Vous êtes nullement engagé quand vous allez faire cette offre-là. Donc c'est hyper important de faire et de commencer en tant que particulier. Ouais, et Jérôme a dit un point qui est très important, il parle de rédiger une offre. Ce qu'on fait, on ne fait jamais un coup de téléphone à l'agent en disant « ouais, j'achète 100 000 » ou un SMS ou un mail. On prend le temps de rédiger, on trouve un modèle d'offre, on va sur ChatGPT, on prend celui de la JM Academy si on est dans la JM Academy, c'est pas très compliqué, mais on rédige un document qui est propre, qui va tout récapituler, on va vous dire après ce qu'on met dedans, mais faites l'effort de mettre bien votre document en PDF, vous le signez électroniquement, vous l'envoyez et l'agent est content, ça montre un peu de professionnalisme. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez devoir indiquer? On vous mettra d'ailleurs dans la description un template à télécharger d'offres d'achat qu'on propose dans la JM Academy. Donc n'hésitez pas à télécharger cette offre d'achat. Ça vous permet de vous sécuriser premièrement sur la proposition que vous faites et ça vous permet aussi d'être, on va dire, le plus professionnel possible et le plus crédible possible quand vous faites une offre d'achat. Donc premièrement, vous allez mettre vos coordonnées, donc nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, votre adresse postale aussi. Ça, c'est les premières choses que vous allez mettre. Qu'est-ce qu'on met d'autre, Mathieu? Ensuite, on va mettre la désignation du bien. Pour des projets simples, pas besoin de faire trop compliqué. Typiquement, vous mettez 75 rue de La Rochelle, le code postal, l'adresse. Si vous avez les coordonnées cadastrales, vous pouvez éventuellement les mettre, mais en général, le notaire va charger de tout verrouiller pour la promesse. Ça, c'est pour éviter que vous achetiez le mauvais bien, mais normalement, au niveau de l'offre, tout le monde sait de quoi on parle. Juste, vous faites une désignation assez simple. Ce que j'aime bien faire quand on a un projet de marchand, c'est mettre une petite description succincte du projet ou de l'objectif. Alors, je dis ça et en même temps, ça dépend un peu de la relation qu'il y a avec les vendeurs. Si les vendeurs savent que vous êtes marchand de biens et que vous allez travailler sur typiquement un immeuble, que vous allez le diviser pour le mettre en copro, j'aime bien rappeler, l'objet de mon offre, c'est que l'immeuble au 75 route de La Rochelle, ça va être de faire une copropriété pour le revendre. J'aime bien le préciser. Si par contre les vendeurs ne s'attendent pas à ce que vous fassiez une opération de marchand de biens, peut-être que je le mets pas à ce niveau-là. Ouais, ça dépend un peu de la relation, comme tu dis, ça dépend de la relation, ça dépend du feeling. Moi, je sais quand j'ai commencé, j'étais un peu réticent sur le fait de dire que j'étais marchand, donc j'y allais plutôt en tant que particulier. Je signais en tant que particulier et je substituais, on va en parler après, à ma société. Maintenant, j'ai une stratégie différente dans le sens où j'assume complètement d'être marchand. J'arrive direct, je leur dis que je suis professionnel. Je leur dis réellement, le but, ça va être c'est créer une marge. Moi, c'est mon intérêt. Après, ça peut être aussi l'intérêt du vendeur parce qu'on peut acheter plus cher qu'un particulier en tant que marchand parce que on peut valoriser le bien différemment qu'un particulier. Donc voilà, donc la description est hyper importante du bien. J'entends ça par hyper importante parce que j'ai déjà eu le cas où il y a eu des fois des petites problématiques sur certaines choses, sur certains biens. Donc c'est hyper important d'être précis, que ce soit le type de bien, la localisation, et ensuite on va y venir sur les conditions suspensives. Parce que c'est toujours pareil, au fil du temps, on améliore notre professionnalisme. Au début, moi, la seule condition que je mettais, c'était conditions de financement. Et j'y allais. C'est normal quand on commence. Voilà, je mettais conditions de financement. Et ensuite, j'y allais. Et plus on se rapprochait du compromis, plus je rajoutais des petites conditions les unes après les autres. Parce que je savais très bien qu'il fallait que je mette des conditions. Mais je ne voulais pas faire peur aux vendeurs. Je voulais passer en priorité devant tout le monde. Donc, je mettais les conditions après, petit à petit. Mais c'est une technique, on va dire, qui froisse les vendeurs, qui peuvent froisser les agents immobiliers. Le notaire, je peux vous dire, qui cravache
pendant Il est pas des très jours, content. des semaines et des mois parce que tu rajoutes des conditions qui n'ont pas du tout été négociées. Donc ça, c'est vraiment une technique que moi, réellement, maintenant, je fais plus. Faut mieux être transparent dès le début, parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce que vous mettez dans l'offre va servir de base à la promesse de vente. Parce que juste si on reprend les étapes, vous visitez un bien, vous signez une offre d'achat, vous faites une offre d'achat, le vendeur l'accepte et ensuite on va signer ce qu'on appelle une promesse de vente ou un compromis de vente qui va vraiment engager tout le monde, mais d'un point de vue théorique et juridique, l'offre d'achat vous engage, mais il va falloir après évidemment rajouter 250 pages de documents. On fait la promesse de vente et ensuite au bout de quelques mois, une fois que toutes les conditions suspensives, on vous explique après ce que c'est, sont levées, on signe l'acte d'achat. Mais du coup, l'offre, c'est vraiment la base de travail que vous allez avoir et tout ce que vous mettez dans l'offre qui est accepté par le vendeur, c'est important parce que Jérôme va vous le dire que souvent, ils ne lisent pas tout ce qu'il y a dans l'offre, ils vont surtout regarder le prix et la condition de financement. Tout ce qui est validé sur l'offre et contresigné par le vendeur est beaucoup plus facile à faire passer au moment de la promesse de vente. Typiquement, si vous précisez dans votre offre que vous ne souhaitez pas verser de dépôt de garantie ou que vous souhaitez accéder à l'immeuble pour faire des visites ou revendre, etc. Si le vendeur il a signé ça sur l'offre, en face du notaire, il aura beaucoup de mal à revenir en arrière là-dessus. Son notaire veut dire vous avez validé ça sur l'offre, il n'y a pas de raison qu'on ne le valide pas. Il ne peut plus revenir en arrière. Et c'est là où moi j'ai eu les problèmes il y a 2-3 ans. Au départ, c'est que je mettais rien et quand on arrivait, j'avais des conditions et je pouvais pas. J'avais pas vraiment d'effet levier et d'argument parce que mon offre que j'avais indiquée, c'était pas indiqué ces conditions-là. Donc c'est pour ça que maintenant, comme Mathieu l'a très bien dit, moi personnellement, je mets réellement tout sur mon offre, toutes les conditions. J'achète à condition de pouvoir pré-commercialiser, à condition de pouvoir avoir une déclaration préalable. Je mets pas de dépôt de séquestre, ce genre de choses. Je mets toutes les conditions dessus, je suis complètement transparent avec eux. Et à partir du moment où le vendeur il a signé, ce document-là, réellement, le notaire il va s'appuyer de ce document-là qui a été signé par les deux parties pour rédiger le compromis ou la promesse de vente. Et c'est là que vous, en tant que professionnel ou particulier, ça dépend, mais en tant que professionnel, ça vous protège et ça vous permet d'être beaucoup plus crédible. Et ça vous protège dans le sens où à partir du moment où il a signé, réellement, il peut rien dire. Et moi, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, sur le dernier projet où c'était pour une vente à terme. J'avais négocié une vente à terme. Là, en soi, tout le monde était au courant, le vendeur était au courant, l'agence était au courant, parce que ça faisait 2 mois qu'on négociait sur le truc. Et j'avais indiqué du coup vente à terme dessus, sauf qu'en fait, moi, sur mon offre que je rédige, qui est hyper pro, hyper carré, qui fait 5 pages, j'avais mis énormément d'informations dessus. Sauf que l'agence voulait absolument qu'on passe par son template d'offre d'achat. Oh. Mais comme par hasard, par mégarde, elle avait oublié de préciser la vente à terme. Comme par hasard. Donc moi, j'ai signé son offre, mais au lieu de lui faire modifier son offre, la condition, j'ai juste signé et j'ai rajouté au-dessous de ma signature, comme indiqué sur mon offre tant, il y aura une vente à terme. Et du coup, le notaire, le jour du compromis de vente, il récupère ça, il fait j'étais pas au courant qu'il y avait une vente à terme et tout. Il a ouvert le dossier la veille, on a appris comme d'hab, quoi. Il fait oui, mais attendez, vous avez marqué juste en bas, en dessous de votre signature, vente à terme. Non, j'avais pas marqué juste en dessous, c'est juste que l'agence n'avait pas précisé tout ce que j'avais mis dans mon offre, donc je l'ai juste mis par sécurité. Mais voilà mon offre, etc. Donc, soyez le plus transparent possible, mettez tout dessus parce que si vous négociez des choses, vous allez vite vous rendre compte, comme Mathieu l'a dit. Moi, c'est un constat que j'ai depuis quelques mois, ça fait pas longtemps. Je me rends compte que les vendeurs, surtout les particuliers, et encore les agences, est-ce que des fois elles font le relais par rapport aux conditions et tout, je ne sais pas. Mais là, les dernières offres que j'ai eues… Il y a des agents qui ne comprennent pas les conditions. Tu mets vente à terme, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que c'est en fait, une vente à terme. En fait, tu mets des conditions, le mec il regarde que le prix. Il regarde réellement que le prix. C'est ça. Et en plus, tu as plusieurs pages. Donc, en fait, l'avantage et la problématique, c'est comme un contrat. Quand tu signes un contrat et que tu as plusieurs pages, tu ne vas jamais tout lire de A à Z. Par exemple, si tu fais une offre d'achat où il n'y a qu'une page, le gars il va avoir les conditions en plein milieu en gros, il va avoir tous les petits tirés, il va se dire « Oula, c'est pas bon ça ». Mais si par exemple tu lui envoies une offre où il y a 5 pages, tes conditions… J'avoue que j'étais sur les offres longues et là je suis repassé sur un modèle beaucoup plus court. Moi j'aime bien la simplicité. Ouais, mais ça dépend. Après, peut-être que ça marche très bien comme ça. Hein. Moi je sais que mon offre elle est… Je trouve que c'est efficace, c'est moins chiant à rédiger déjà. Ouais, j'utilise un logiciel qui s'appelle Maverick Imo. Je leur fais un petit peu de pub. D'ailleurs, futur partenaire peut-être de la JM Academy, ils nous ont contactés. Et en fait, ça se fait automatiquement. Je rentre toute la description du bien, je rentre mon offre, tu mets tes conditions et tout. Je mets les conditions, j'appuie et il me fait l'offre d'achat directement avec mon logo et tout, donc c'est hyper stylé. Donc voilà, donc on s'égare un petit peu, mais on parle toujours de l'offre d'achat. Moi, j'ai envoyé le notaire au casse-pipe.
Ouais. Je mettais rien. C'est Et, ça. et il m'appelait, j'étais pas là au rendez-vous. Le dépôt de garantie, on fait quoi? Je fais comme d'hab, on met rien. Il dit, tu leur as dit? Non. Bon, bah, bon courage, Louis. Hein. Oh, le pauvre. Et ça terminait, ouais, parfois c'était un peu compliqué. Je leur disais, bah, dis-leur que si un dépôt de garantie, j'achète pas, j'irai voir ailleurs. Oh, le pauvre. Ouais, Je mais me rends compte maintenant que c'était un peu naze de faire en fait, ça. c'est un peu compliqué, mais à partir du moment où tu veux devenir professionnel et que tu veux pas te griller avec ton agent immobilier, ton notaire, avec tout le monde, en fait, tu es obligé d'être professionnel et carré. Je sais que moi, avec mon notaire, on a eu, parce que j'ai fait deux ventes à terme, j'en ai 2 autres qui arrivent. Et là, les 2 que j'ai eu, mon notaire, il a cravaché, il a galéré. Et il m'a dit, Jérôme, il faut qu'on trouve une solution. Tu peux pas me faire ça à chaque fois. Et là, dernièrement, je l'ai eu au téléphone vendredi. Il m'a dit, écoute, Jérôme, tu es en train de bien évoluer, tu as beaucoup de projets. Ce que je fais en général avec les clients avec qui il y a une grosse évolution, c'est que je leur prépare moi-même un template qui est rédigé par c'est moi-même, bien ça. d'offre d'achat, et qui permet de sécuriser énormément. Et moi, pour ma trame par la suite, ça me parfait, ouais. facilite tout le travail. Ouais, c'est pas bête de faire ça. Exactement. Donc du coup, il est en train de me préparer un template d'offre d'achat que après j'aurai plus qu'à fournir. Il faut que j'appelle Louis, mon notaire. C'est important. Ouais, c'est important et certains notaires le font. Du coup, pour revenir là-dessus, donc on parlait des conditions suspensives. L'offre d'achat. Bah, déjà, qu'est-ce que c'est une condition suspensive? Parce qu'on ne vous l'a pas dit, nous on dit comme c'était naturel, mais la condition suspensive, en fait, il y a 2 trucs qui vont vraiment vous intéresser dans l'offre que vous allez faire, c'est le prix que vous allez acheter et les conditions suspensives. Une condition suspensive, c'est tout bêtement une condition qui doit être remplie pour que vous puissiez acheter le bien. Typiquement, la condition suspensive de financement, elle dit que tant que vous n'avez pas obtenu, enfin si vous n'obtenez pas de financement, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Voilà, logique, ça vous protège. Et des conditions suspensives, il peut y en avoir de toutes les sortes. Par exemple, j'ai pas le permis de construire, la déclaration préalable, le fait que les locataires soient partis, le crédit. Il peut y avoir, je sais pas, qu'il y ait tels travaux qui soient réalisés dans les parties communes, ou au contraire, caper des travaux. Typiquement, là, on a un sujet d'assainissement sur un immeuble à diviser. On limite, on dit dans l'offre que les travaux d'assainissement ne doivent pas dépasser un coût de 10 000 euros. On peut mettre Vous pouvez tout mettre. beaucoup de choses. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. En fait, c'est une condition suspensive. C'est quoi? C'est j'achète à condition que. Donc ça veut dire que si cette condition n'est pas réunie, ben, vous pouvez sortir de votre projet. Donc c'est hyper important de pouvoir sécuriser sur un projet, notamment en tant que marchand. C'est parce que votre projet, il est viable, mais il est viable sur certaines conditions. Donc il faut lister toutes ces conditions pour lesquelles votre projet il va être viable. Il va sûrement être viable pour la condition que tu as une déclaration préalable qui est acceptée pour, j'en sais rien, pour diviser en temps, pour mettre un Velux, pour mettre des huisseries. Peut-être qu'à condition que tu puisses commercialiser le lendemain, à condition que le logement soit complètement vide le jour de l'acquisition. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça et on parle en connaissance de cause parce que moi je me rappelle le premier immeuble que j'ai acheté. J'avais pas négocié la condition, j'avais pas précisé qu'il fallait absolument que la cave soit vidée le jour où je sois propriétaire. Ah, je me suis fait baiser une fois comme ça. Oh, c'était un dépotoir la cave. J'en ai eu pour pas loin de 10 000 euros pour vider la cave. Mais non. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ah, Donc voilà, on se fait avoir une fois, mais pas 2. Donc c'est pour ça que nous, on vous donne tous les raccourcis, toutes les informations qu'on a. On s'est fait avoir. Donc c'est j'achète à condition que d'avoir mon financement, d'avoir mes déclarations préalables. Voilà. Et vous pouvez mettre tout et n'importe quoi dans ces conditions, réellement. Par contre, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, mais on ne peut pas mettre ce qui s'appelle une clause léonine, je crois, c'est quand elle est trop abusive. Ouais. Genre, j'achète un immeuble à 100 000, mais si j'ai pas un financement de 10 millions d'euros, j'achète pas. Vous voyez, ce genre de truc, ça doit quand même être cadré. Globalement, au moment de l'offre d'achat, je trouve que les conditions suspensives n'ont pas besoin d'être trop détaillées, d'aller au centime près ou de trop pousser les délais. C'est juste de mettre un peu les grandes lignes. Voilà, je veux un financement, je veux obtenir mon permis de construire, je veux que la cave soit vidée. Et après, les notaires vont se charger au moment de la promesse de vente de trouver l'arrangement qui va bien, de dire ok, la cave elle doit être vidée sous tel délai, le financement c'est tel montant, on va mettre un planning pour l'obtention du permis de construire. Il vous aidera sur tout ça. Mais vous allez voir, avec le modèle d'offre d'achat qu'on va vous transmettre, on a mis un petit template, une matrice de conditions suspensives, vous pouvez piocher dedans. Alors, on n'est pas notaire, on n'est pas juriste, mais ça reste assez simple. Vous les prenez, vous les mettez dedans, vous les modifiez, c'est assez simple à utiliser. Au moins, pour commencer, pour les gens qui n'ont pas encore commencé, ça fera largement l'affaire, c'est sûr et certain, pour rédiger votre offre. Et un point qui est important et qui peut être relativement intéressant, tout dépend de la relation que vous avez, tout dépend de la distance, tout dépend de pas mal de choses. Mais moi, j'aime beaucoup présenter mes offres en physique. Réellement, dans une négociation,
Moi, clairement, déjà, je préfère réellement le physique que la distance. De présenter une offre, de argumenter votre offre réellement en physique, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de pourcentage de réussite. Du moins, dans les projets que j'ai eu récemment, la plupart des offres sont passées parce que j'ai rencontré les vendeurs, même s'il y avait une agence, on a discuté ensemble. L'agent immobilier, même quand j'ai fait l'offre d'achat, je suis arrivé avec mon papier, j'ai présenté mon offre, on a discuté, voilà, on a pas mal échangé. N'hésitez pas, si bien sûr les conditions vous le permettent, présentez votre offre en physique, c'est important de pouvoir argumenter tout cela. Ouais, j'avoue, je le fais jamais, moi, mais Ouais, moi, je pense que tu as raison. Moi, je trouve que ça marche bien. Après, bien sûr, c'est ce qu'on dit, ça dépend des conditions. Si tu es à 2 heures de route, c'est toujours chiant. Puis après, tout dépend le projet aussi. Tu achètes un appartement à mettre en location ou un bien locatif assez standard. C'est moins complexe. C'est vrai qu'on a toujours cette vision du marchand de biens ou du promoteur où les offres, c'est quand même un vrai sujet. Tu achètes un appartement à mettre en location. Bon, en général, il y a le financement et puis. Bien sûr, si vous achetez un petit appartement pour du locatif, entre guillemets, on dit un petit appartement, mais voilà, vous n'êtes pas obligatoirement d'aller vous présenter l'offre dans ce genre de contexte. Mais c'est vrai que là, on parle un peu plus en tant que professionnel. Tu vas avoir un peu plus de crédibilité, un peu plus d'appuyer un peu plus ton offre, tu as des arguments un peu à avoir. Et des fois, le fait de te rencontrer, l'agent immobilier, de te voir, de discuter avec toi sur l'offre, il va se dire, ok, lui, il est vraiment carré, il est professionnel et ça passe un peu mieux. Attention quand même, une offre, si vous la faites en particulier, vous pouvez assez vite vous désister, mais si vous la faites avec une entreprise, c'est quand même un acte qui peut vous engager. Et il y a pas mal d'histoires de gens qui ont été forcés d'acheter des biens. Quand vous rédigez un peu mal votre offre, signée d'une entreprise et que le vendeur l'accepte, que vous n'avez mis aucune condition, vous pouvez vous faire avoir. Alors évidemment, ça part en justice et c'est des cas exceptionnels, mais soyez quand même prudents, c'est un acte qui engage. Et merde, je voulais dire un truc important et ça m'est sorti de la tête. Il faut que je réfléchisse. On vous conseille, c'est peut-être ça que tu voulais dire, peut-être on vous conseille dans un premier temps, vous ne savez pas si vous allez acheter en société ou en nom propre. Donc l'idée, ça va être de faire votre offre en nom propre, comme ça si vous voulez sortir du projet, ça ne vous engage à rien. Et ensuite, si jamais vous avez prévu de vous associer parce que vous ne trouvez pas le financement ou la banque vous finance mais en SCI, et vous savez qu'une SCI, vous ne pouvez pas être tout seul, donc vous allez devoir vous associer, donc vous allez mettre une clause de substitution qui vous permet de substituer le projet à une société. Si, en fait, ce que je voulais dire, c'était, parce qu'on a encore eu le cas cette semaine avec des élèves de la JM Academy, quand vous transmettez une offre à un agent immobilier, celui-ci est obligé de le transmettre à des propriétaires. Là, il y a encore eu le cas de l'agent qui a dit « Ouais, non, c'est trop bas, je ne la transmets pas, faites-en une offre plus haute. » Il a dit « Ben non, en fait, tu es légalement obligé de transmettre l'offre. » Alors, évidemment, si c'est trop bas et que le mec, il n'a pas envie de la défendre, il va la présenter de la pire des façons et ça ne passera pas forcément. Mais rappelez bien aux agents immobiliers qu'ils sont obligés de transmettre une offre à des vendeurs et que s'ils ne veulent pas transmettre l'offre, vous leur demandez les coordonnées directement des vendeurs puisqu'ils n'ont pas envie de bosser avec eux. Et ne soyez pas influencés trop par les agents immobiliers qui vont vous dire « Oula, vous négociez 25% sur le bien, on ne peut pas négocier plus de 5%. » Ça m'est déjà arrivé une fois. Alors moi, ça me fait marrer, Jérôme aussi, mais quand on débute, on prend vraiment l'agent immobilier pour une vraie figure d'autorité et on va avoir tendance à se... ouais, c'est marrant, mais c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Mais on va avoir tendance à se laisser avoir. Et il n'y a pas de règle. Moins 50%, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça passera, mais c'est possible. Et vous pourriez être surpris. La semaine dernière, j'ai visité un bien qui était affiché 300 000. J'ai fait une offre à 220 et finalement, ils m'ont rappelé juste après les vendeurs en disant « Ouais, ok, à 250. Ouais. » Et 250, c'était top. Donc, je dis « Bon, feu, quoi. » C'est pour ça, clairement, quand on le dit, faites pas attention au prix qui est affiché. Faites l'offre en fonction de votre rentabilité, votre marge, votre investissement, ce que vous voulez réellement. Et vous allez voir comment réagit le vendeur. Parce qu'il a peut-être mis un prix. En fait, il y a certains vendeurs, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils mettent un prix et ils se disent « Oui, mais parce qu'il va y avoir une marge de négociation, etc. » Donc, en fait, sauf que 90% des particuliers, quand ils voient un prix, par exemple, imaginons 300 000 et le gars il est prêt à partir à 270, les 90% des gens, ils vont pas se dire qu'ils peuvent négocier 30 000 euros sur un bien immobilier. Donc c'est là où ça va faire la différence. Donc clairement, faites une offre basse, même si elle est basse. Au moins ça vous permet, comme on dit, ça vous permet de tâter le terrain, de vous rendre compte, voilà, de jauger un peu le vendeur, comment il est, comment il réagit, est-ce qu'il fait un non catégorique, est-ce qu'il va vous faire une contre-proposition. Et au moins, ça vous permet de réellement pouvoir jauger un peu le terrain avec le vendeur. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire de plus sur les offres. Finalement, c'est quand même relativement simple, je sais pas, mais
Il n'y a Ouais, rien de très sorcier, quoi. Non, il y a un très sorcier. Soyez carré, soyez structuré. N'oubliez pas de télécharger surtout le template qu'on vous donne. Comme ça, au moins, vous avez un template. Ça, vous ne prenez pas la tête là-dessus. Vous avez juste à la remplir. Et soyez le plus transparent possible de façon à éviter d'avoir des soucis après et que votre notaire galère. C'est hyper important. Donc, vous n'oubliez pas, vous mettez le plus d'informations possible sur vous, personnellement. Ensuite, sur le bien, l'adresse, le descriptif du bien, etc. Ensuite, vous avez un petit encadré avec toutes les conditions suspensives, comme on a pu évoquer, que vous pouvez mettre dedans, plus la clause de substitution à mettre pour substituer à une société ou à une autre personne si besoin. Et ensuite, à la fin, vous datez, vous signez, et vous demandez absolument une signature du vendeur si jamais il accepte. Autre point important qu'on n'a pas évoqué, c'est une date de validité de l'offre d'achat. Moi, c'est un point sur lequel j'accentue énormément parce qu'au début, je faisais des offres. Et l'agent immobilier me disait oui, bah écoutez, il vous rappelle dans 2-3 semaines. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait, mon copain. Moi, je suis pas un lièvre en fait. Mon offre, elle est valable tant de jours. En général, c'est entre c'est une semaine. C'est soit quelques jours, ça dépend de la pression du projet. Ça m'est déjà arrivé de mettre validité 24 heures. Si je voyais que c'était un peu tendu, c'était un peu chaud, quoi que ce soit. Mais en général, c'est une semaine. Et en gros, s'ils reviennent à une semaine plus un jour, ben, votre offre est caduque et l'offre, elle sera plus de 300 000 euros, elle sera de 290 000 euros. Ouais, faut pas hésiter à montrer un peu l'écro. Il y a un truc qu'on n'a pas précisé, faites vraiment très attention. Les petits malins qui font des offres sans conditions suspensives de prêt et qui peuvent pas assumer derrière. C'est vraiment un coup à se mettre fortement dans la merde de faire une offre en disant bah, moi j'ai pas besoin de financement donc je dis que je paye cash. Si vous le faites, ça marche très bien, mais juste soyez capable d'assumer derrière parce que si vous n'êtes pas capable d'assumer et que vous pensiez que votre banquier allait vous financer et qu'en fait, quand vous lui amenez le projet, il vous dit ouais, mais en fait, non, parce que ça arrive souvent. Soyez quand même très prudent. Le seul moment où vous mettez une offre sans condition suspensive de prêt et surtout que vous signez la promesse comme ça, c'est vraiment si vous êtes sûr de pouvoir assumer. Et que vous êtes dans la JM Academy et qu'on vous a appris comment financer votre projet à coup sûr. Voilà, ça peut être une solution. On peut vous aider avec les bons tuyaux. Voilà un petit peu pour l'offre d'achat. Écoute, je pense qu'on a tout dit. Merci. Ouais, épisode rapide ce soir. On espère qu'il vous a plu. Comme d'hab, pensez bien à commenter, partager, nous poser des questions. Vous pouvez envoyer un mail à contact@jmacademy.com et on répondra aux questions en live, en podcast, avec grand plaisir. N'oubliez pas de télécharger l'offre d'achat en description. On vous le met en dessous. On vous dit à très vite. Merci à vous.